J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par le S&P 500. Donc, je suis sur les futures E-minis. Donc, comme vous savez, cette semaine, on a eu une grosse semaine. On a eu les chiffres de l'inflation, notamment. Donc, les chiffres de l'inflation ont démontré un certain ralentissement de nouveau, ce qui fait que les marchés ont réagi vraiment positivement par rapport à ça, hein, comme vous pouvez constater ici. Pourquoi? Parce que ça a permis de détendre les taux de rendement. Donc les taux, par exemple, là c'est le taux de rendement 10 ans. Plus le taux de rendement 10 ans actuellement se détend, plus les marchés aiment ça, puisque ce sont les éléments perturbateurs actuellement. Donc là, on peut constater que effectivement, on se trouve sur un niveau de la résistance, hein, comme vous voyez ici au niveau du S&P 500, ce qui fait qu'on risque un petit peu de travailler cette zone-là, peut-être un petit peu se replier, mais retravailler la zone. Donc, il y a probablement du potentiel de continuer et d'aller tester les prochains plus hauts qui se trouvent ici, à condition que le taux de rendement continue de baisser. Donc là, si on regarde au niveau des taux de rendement, je vais augmenter ici le graphique, comme on peut voir ici. Donc là, c'est pareil, on se trouve sur un niveau actuellement de support, hein, sur le taux de rendement, mais ça se peut qu'on puisse vraiment continuer vers ici, un peu plus bas, voire vraiment dans un bon cas, dans un meilleur des cas, retourner vers les 4,10. Et là, potentiellement, ça fera des ATH sur les marchés. Donc, au niveau du sentiment des marchés, on voit qu'actuellement, on vient juste de repasser dans une zone de greed, mais on n'est pas non plus dans une zone d'extrême greed, mais on a eu quand même un passage d'extrême peur vers le greed. On a encore un petit peu du potentiel d'aller pousser encore cela à condition que le taux de rendement continue de baisser et que le marché de l'emploi reste assez résilient. Alors au niveau du marché de l'emploi, alors pour l'instant on voit qu'il y a une petite accélération, mais on n'est pas sur un niveau de chômage qui est problématique. Donc oui, il y a un début d'accélération comme on peut voir au niveau du RSI, mais on n'est pas non plus sur un niveau qui commence un petit peu à être trop élevé. Donc du coup, comme on voit qu'on a quand même une certaine direction sur le chômage, mais on n'a pas un déclenchement encore problématique, plusieurs opérateurs sont en train de parier sur un pivot de la Fed. Et ça aussi, c'est quelque chose que les marchés aiment, puisque en attendant, ça veut dire que les taux se détendent et donc du coup, que on a à la fois l'inflation qui se détend, les taux qui se détendent et donc les marchés aiment ça. Comme on n'a pas encore officiellement forcément une hausse de chômage trop importante. Donc du coup, il y a la croissance qui est positive, les taux de rendement qui se détendent, l'inflation qui ralentit et le chômage qui reste encore sous contrôle, même si on a un début de tendance. Hein. Mais justement, on voit que ce début de tendance-là peut pousser la Banque centrale à pivoter l'année prochaine. Donc là, on est un petit peu dans acheter la rumeur d'un pivot et peut-être vendre la rumeur d'un pivot. On n'est pas encore là, mais pour l'instant, on est toujours dans cette narrative-là. Donc là, on voit qu'on a une continuation de pause jusqu'à mars voire mai 2024, où on commence à avoir des probabilités de baisse de taux, comme vous pouvez constater ici. Alors tout ça, ça peut changer entre-temps, hein, parce que si on a un rebond économique, ça risque de faire rebondir l'inflation, et donc du coup, ces données-là ne seront plus forcément valides. Donc voilà, donc là, ce qu'on peut voir, c'est actuellement, c'est que la Banque centrale est en train de faire une pause depuis quelques mois, de façon à voir aussi les effets de sa politique monétaire, et en parallèle, on peut voir qu'on a un début de baisse de taux en 2024. Donc tout ça, ça joue bien évidemment sur la détente des taux qui était vraiment très problématique, mais même d'un point de vue technique, on commençait à avoir certaines divergences, comme vous pouvez voir. On en a déjà parlé dans les anciennes vidéos. Vous voyez qu'ici, sur des nouveaux plus hauts, on avait une certaine divergence au niveau du taux rendement 10 ans. Donc voilà, donc là, on est en train de retracer légèrement. Alors justement, au niveau des prévisions, on peut voir qu'il y a eu quand même, c'est une année très exceptionnelle. Les 3 dernières années ont été très exceptionnelles puisqu'on a eu 3 années consécutives de baisse sur les obligations, comme vous pouvez voir, puisqu'on a eu une hausse de taux depuis 2020. Donc, dès que les taux augmentent, la valeur des obligations baisse. Donc, du coup, ça nous rend vraiment, à 3 années consécutives de baisse sur les obligations. Mais on commence à voir des prévisions positives pour l'année prochaine, mais c'est pas forcément des prévisions
extrêmement positive non plus. On voit que ça tourne aux alentours de 7-8% au niveau des obligations. Donc c'est pas non plus énorme. Alors ça peut s'expliquer par le fait que euh, on a une dette importante au niveau des États-Unis et donc du coup, plus la dette est importante, plus les taux actuellement sont aussi élevés. Du coup, dette importante plus des taux élevés, ça pousse le gouvernement à devoir payer plus d'intérêts. Et donc du coup, comme vous pouvez voir, on a un nombre d'intérêts qui est à payer qui sont très importants. Et donc du coup, c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup, le gouvernement doit émettre des nouvelles obligations en quelque sorte pour payer ces intérêts-là. Et donc, ça fait en sorte aussi de maintenir des taux élevés, puisque plus la dette est importante, plus les gens veulent être récompensés et donc avoir des taux élevés. Donc, c'est pour ça que les prévisions sont pas non plus au niveau d'un rebond énorme, puisque actuellement la dette aux États-Unis et le déficit est quand même très important. Et un déficit important, on cherche à avoir maintenant un taux de rémunération qui peut récompenser les investisseurs puisque le risque de la dette de défaut est plus important qu'avant. Donc voilà, donc ça c'était un petit parallèle pour la dette. Donc ensuite, on peut regarder au niveau de la croissance actuellement, comme je disais précédemment, on est toujours dans une croissance stable, positive, en dessous de la moyenne pour ce qui est de la croissance réelle, donc quand on enlève l'inflation, et quand on rajoute l'inflation, on a une croissance au-dessus encore de la moyenne à 4,7%. Donc là, pour la croissance nominale, on est au-dessus de la moyenne, mais la croissance réelle, on est en dessous de la moyenne. Donc vraiment, pour rentrer dans une récession, il faudrait que déjà, dans un premier temps, les deux se trouvent potentiellement dans une zone ici en dessous de la moyenne. Donc là, on sait que on a quand même un marché de l'emploi qui démontre quelques fragilités, mais ça reste encore sous contrôle. Mais tout ça, ça peut changer à un moment donné. Donc au niveau, justement, on va revenir par rapport aussi à ce qu'on a vu la dernière fois au niveau de l'or. Je vais juste rentrer dans le graphique. Donc au niveau de là, on disait que on est toujours sur ce niveau de résistance ici qu'on est en train de tester à plusieurs reprises. Donc vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, puis là on est en train d'aller encore le testing quatrième fois. Alors ça aussi, ça peut être relié aussi au fait que les dettes des gouvernements sont élevées, les dettes des banques centrales sont élevées aussi. Donc, comme vous pouvez constater, on peut voir que les banques centrales sont en train d'acheter de manière importante de l'or, hein, pour mettre ça dans leur portefeuille, tout simplement parce que actuellement elles ont beaucoup d'obligations d'État, mais c'est un actif qui n'est pas tangible, c'est un actif c'est du papier. Donc du coup, pour vraiment compenser le risque du collatéral, elles sont en train d'acheter de l'or puisque c'est un actif qui est tangible. Et comme la dette devient de plus importante, le risque de défaut est plus important aussi. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'elles accumulent en parallèle pour l'utiliser un petit peu comme collatéral. Et dans les années, avant les années 70, l'or était utilisé comme collatéral au niveau des banques centrales. Donc là, c'est juste qu'on a un petit peu une inversion qui est en train de se former. Donc elles sont peut-être en train de se protéger aussi d'un risque ou autre, mais en tout cas, on voit qu'il y a une certaine accumulation. Donc justement, ce niveau de résistance-là, une fois qu'il va être cassé, puisqu'il a été retesté plusieurs fois, donc si on arrive à vraiment dépasser, ça risque d'être assez phénoménal au niveau de la poussée, au niveau de l'or. Donc aussi, il faut savoir pourquoi l'or monte. Hein. Est-ce qu'il monte comme dans les années de 70 à 80 dans un environnement de stagflation? Est-ce qu'il anticipe un environnement de stagflation? Justement, un environnement de stagflation, c'est justement une inflation qui reste quand même au-dessus du taux cible, donc qui reste quand même assez résiliente. Et en parallèle, on a un niveau de chômage qui devient de plus en plus important. Donc là, on peut avoir effectivement l'or qui peut être l'actif le plus comment dire, le plus avantageux dans cet environnement-là, comme c'était entre 70 et 80. Donc c'est pour ça c'est à surveiller aussi à ce niveau-là. Dernière petite chose, on peut regarder au niveau du Bitcoin rapidement. Donc là, c'est pareil, au niveau du Bitcoin, actuellement, ça tourne beaucoup au niveau de l'officialisation d'un ETF, hein, comme on peut voir ici. Donc là, c'est pareil, au niveau du Bitcoin, on est sur un niveau de résistance ici. Alors, c'est vrai qu'une bonne nouvelle sur un ETF
peut-être peut servir de catalyseur pour justement ce niveau de résistance ici. Sinon, dans un contexte régulier, une détente sur les taux plus une détente sur le dollar, ça peut aider aussi potentiellement à continuer de monter. Et ensuite, c'est ça, ça va dépendre aussi du niveau ici à casser, hein. Donc, pour l'instant, il y a plusieurs éléments qui peuvent servir de catalyseur. Si on a une continuation de la détente du taux 10 ans, ou si on a une officialisation d'un ETF, tout d'un coup, on pourrait peut-être avoir un mouvement, puisque là, on voit qu'il y a beaucoup de réactions par rapport à ça. Donc, de manière générale, pour l'instant, on est toujours au-dessus de la moyenne sur 10 mois, donc ça reste aussi à long terme. Et il faudrait soit un événement comme sur les marchés, il faudrait un autre événement pour vraiment refragiliser le Bitcoin, comme par exemple une récession, un niveau de chômage qui augmente de manière plus importante ou un rebond d'inflation plus important. Par exemple, sans forcément accélération de croissance, ça peut être aussi peut-être des éléments qui peuvent être perturbateurs. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On est actuellement, on regarde le graphique et on regarde qu'est-ce qui se passe actuellement et puis on analyse par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve donc à la prochaine fois.